Une fille dans une robe usée et un violon éraflé monta sur scène, et le public s'est moqué d'elle et a ri aux éclats. Personne ne savait qu'en une minute, tout allait changer. Abonnez-vous à la chaîne. Dites-moi en commentaire de quel pays vous venez. L'horloge sonna à 5h02 comme chaque matin, et Camilla tendit la main à l'aveugle pour l'éteindre avant que son bourdonnement ne réveille sa fille. La pièce était sombre, à l'exception d'un mince filet de lumière filtrant à travers les stores déchirés, projetant une ombre pâle sur le sol en linoléum fissuré. Elle resta immobile un moment, le dos endolori par le travail de la veille. La raideur dans ses jambes lui rappelant que le repos n'avait été que partiel, pas régénérant. Dehors, le monde était silencieux. Dans leur quartier, le silence ne signifiait pas la paix, il signifiait l'absence. Pas de chant d'oiseaux ou de murmure des voisins, juste le ronronnement discret du vieux réfrigérateur et le grognement occasionnel des tuyaux dans le mur. Tout dans cet immeuble luttait comme elle pour tenir un peu plus longtemps. Camilla balança ses jambes au bord du lit et s'étira, veillant à ne pas faire trop de bruit. De l'autre côté de la pièce, dans le coin près de la petite fenêtre, sa fille Leila était recroquevillée sur un matelas affaissé. Sa petite main serrait le coin d'une couverture usée jusqu'à la corde, sa poitrine se soulevant et s'abaissant en un rythme régulier. Camilla l'observa un instant, une boule dans la gorge. Même dans le sommeil, Leila semblait trop petite pour son âge. 10 ans et déjà accablée par le poids des choses tues. Les matins étaient toujours les mêmes. Camilla se dirigeait discrètement vers la kitchenette, où une plaque chauffante cabossée et une cuisinière à un seul élément l'attendaient. Elle faisait griller du pain rassis, raclant les taches vertes apparues pendant la nuit, et chauffait de l'eau dans la bouilloire pour un café instantané. Il y avait assez de lait pour une tasse, qu'elle versait pour Leila. Elle le buvait noir, amer, mais réconfortant. Elle emballait le déjeuner de Leila dans un sac en plastique fin de supermarché, un sandwich au beurre de cacahuète, une pomme tachée et un petit sachet de crackers récupérés au café. Le sac ne crissait pas comme les boîtes repas des autres enfants. Il n'avait pas de personnage de dessin animé ou de couleurs vives, mais elle le pliait soigneusement et écrivait un L à l'extérieur avec un marqueur indélébile. C'était le mieux qu'elle pouvait faire. À 6h15, elle était dehors, les clés tintant faiblement dans son sac à dos usé. Elle déposa un baiser sur le front de Leila et murmura une promesse qu'elle répétait chaque matin. « Je te revois bientôt. Sois sage, sois courageuse. » Elle ne savait pas si Leila l'entendait dans son sommeil, mais elle le disait quand même. Le premier emploi de Camilla était à l'école primaire où allait Leila. Elle y travaillait comme femme de ménage, commençant son service avant l'arrivée des enseignants. Quand les élèves remplissèrent les couloirs, son uniforme était légèrement humide de sueur. Ses gants tiraient serrés autour de ses doigts, ses genoux douloureux d'avoir frotté. Elle évitait la classe de Leila pendant la journée, non pas parce qu'elle ne voulait pas la voir, mais parce qu'elle ne voulait pas que Leila voie comment les autres la regardaient, comme si elle était invisible, ou pire, comme si elle était de trop. Son deuxième emploi commençait après 16 heures dans un dîner ouvert 24 heures sur 10 miles. Elle y allait à pied la plupart des soirs, sauf si un des cuisiniers lui proposait un trajet, ce qui était rare. Au dîner, elle lavait la vaisselle, sortait les poubelles, nettoyait les toilettes et aidait occasionnellement le cuisinier si quelqu'un manquait à l'appel. Les pourboires, quand elle en avait la chance, allaient dans un bocal au-dessus du frigo. Le bocal de Leila, l'appelait-elle. C'était pour les fournitures scolaires, une nouvelle paire de chaussures, ou la visite chez le médecin qu'elle repoussait sans cesse. Leur appartement était un studio dans un immeuble en ruine à la lisière de la ville. Le radiateur cliquetait en hiver. Les fenêtres se fermaient à peine, et les murs étaient si fins qu'on entendait chaque dispute, chaque chasse d'eau, chaque émission de télé tardive des voisins, mais c'était le leur. Et quand Leila était à la maison, la porte verrouillée et le monde dehors, c'est alors que le silence ne semblait pas si cruel. Leila était une enfant calme, mais ce n'était pas le genre de calme timide. C'était pensif, introspectif, comme si elle écoutait toujours quelque chose qui n'était pas encore arrivé. Elle ne jouait pas avec les autres enfants à la récréation. Elle ne courait pas comme les enfants sont censés le faire. Au lieu de cela, elle s'asseyait sous le même arbre chaque jour avec un cahier sur les genoux, griffonnant des lignes, des gribouillis et des mots qu'elle partageait rarement. Parfois, quand Camilla rentrait du travail et se tenait juste devant la porte avant de tourner la poignée, elle entendait un bourdonnement faible à l'intérieur. Ce n'était pas une chanson qu'elle connaissait, c'était lent, prudent, presque à la recherche. Une fois entrée, elle trouvait Leila assise sur le matelas ou au bord de la table ébréchée, tête baissée, yeux concentrés,
lèvres remuant en silence comme pour façonner des paroles invisibles. Elle n'avait pas de télé. L'ancienne avait rendu l'âme 2 ans plus tôt, et elle ne l'avait jamais remplacée. Au lieu de cela, Leila écoutait de la musique sur le téléphone fissuré de Camila. Ses chansons préférées ne venaient pas de la radio. C'étaient des instrumentaux, des quatuors à cordes, des solos de piano hanté, des bandes-sons de films sans paroles. Camila n'y connaissait pas grand-chose en musique, mais elle pouvait dire que Leila n'écoutait pas seulement. Elle apprenait. Un jour de début octobre, alors que l'air commençait à se rafraîchir au coucher du soleil plus tôt, Camila et Leila rentraient à pied de l'arrêt de bus. Elles passèrent devant une boutique de prêt sur gage qu'elles avaient vue 100 fois, mais cette fois quelque chose dans la vitrine fit s'arrêter Leila net. Camila se tourna pour voir ce qui avait attiré son regard. C'était un violon. Il trônait derrière la vitre, niché dans un étui poussiéreux doublé de velours rouge. Son bois était terne d'âge mais encore élégant. Les cordes semblaient intactes. L'archet était noué avec des crins de cheval effilochés, et le mentonnière était usé mais utilisable. Il n'était pas neuf, il n'était pas beau, mais pour Leila c'était de la magie. Elle ne parla pas. Ses yeux se fixèrent dessus, grands et immobiles. Camila vit les doigts de sa fille frémir, comme s'ils tendèrent vers quelque chose qu'ils n'avaient jamais appris à tenir. « Tu l'aimes » demanda doucement Camila, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Leila hocha lentement la tête. Elles restèrent là 1 minute de plus avant de reprendre le chemin de la maison. Cette nuit-là, alors que Camila était allongée dans son lit, le sommeil fuyant une fois de plus, elle ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont Leila avait regardé cet instrument. Pas avec avidité, ni même avec envie, mais avec révérence. Elle ne savait pas combien coûtait le violon. Probablement trop. Tout coûtait toujours trop. Le loyer était dû dans 1 semaine. La facture d'électricité était arrivée avec un avertissement. Ses chaussures avaient des trous dans les semelles. La veste de Leila était trop fine pour novembre, mais quand même. Le lendemain, après son service à l'école, Camila repassa devant la boutique de prêt. Elle resta dehors un moment avant d'entrer. L'homme derrière le comptoir leva les yeux puis les baissa. Elle demanda pour le violon. Il dit « 45 $. Elle demanda s'il pouvait le garder. Il dit qu'il pouvait pour 1 semaine. Peut-être moins. Elle partit l'estomac noué. Cette nuit-là, elle sortit le bocal de pourboire. Elle compta 32 et 40 $. Elle avait jusqu'au vendredi. Elle prit un service de nuit supplémentaire, sauta le déjeuner, marcha au lieu de prendre le bus. Vendredi, elle avait 44 $. Elle ajouta un billet froissé d'1 $ trouvé dans la poche de son manteau et retourna à la boutique. Quand elle ramena le violon à la maison, Leila en resta sans voix. Elle le toucha comme s'il risquait de disparaître. Camila n'avait pas d'étui pour l'archet, ni d'appui-épaule, ni de colophane. Elle n'avait pas de corde pour remplacer celle qui bourdonnait, ni d'accordeur pour ajuster les chevilles. Mais elle avait donné à sa fille quelque chose de plus puissant que la perfection. Elle lui avait donné la chance de faire du son. Cette nuit-là, l'appartement n'était pas silencieux. Il était empli de notes grinçantes, hésitantes et du raclement maladroit d'un archet inexpérimenté. Il était empli de rires et de concentration, et des murmures discrets d'une fille essayant de faire correspondre la musique dans sa tête aux cordes dans sa main. Il était empli de débuts. Camila s'assit au bord du lit et écouta. Ses mains endolories, son corps épuisé mais son cœur se sentait plein pour la première fois depuis longtemps. Les yeux de Leila étaient vifs, ses épaules droites, son esprit relevé. Elle n'avait pas grand-chose, mais en cet instant, elles avaient quelque chose de plus que la survie. Elles avaient l'espoir. Le violon devint partie intégrante de leur vie avec une permanence discrète, comme s'il avait toujours été destiné à être là, posé sur la table de la cuisine, pendant que Leila faisait ses devoirs, calée contre un oreiller quand elle dormait, ou glissée sous son bras avec une révérence prudente quand elle se déplaçait d'une pièce à l'autre. Peu importait que l'instrument soit vieux et ébréché, ou que l'archet bafouille parfois sur les cordes comme un bègue. Pour Leila, c'était beau, une extension d'une voix qu'elle ne savait pas encore utiliser dans le monde. Chaque soir, après que Camila soit rentrée de son 2e service ordinaire, elle ouvrait la porte pour trouver le son de grattement et de recherche emplissant l'appartement. Leila était assise en tailleur par terre, le dos droit et les yeux concentrés, jouant lentement, morceau par morceau, s'arrêtant souvent pour rejouer la même note encore et encore, jusqu'à ce que la hauteur lui semble juste. Elle utilisait le Wi-Fi gratuit du réseau non sécurisé des voisins pour regarder des tutoriels pour débutants en ligne, mettant en pause les vidéos toutes les quelques secondes pour imiter les gestes de l'enseignant. Ses petits doigts pressaient le manche avec incertitude au début,
puis avec une confiance croissante, bien que les extrémités deviennent vite rouges et douloureuses. Le violon ne sonnait pas grand-chose pour les autres. En fait, parfois, les oreilles de Camilla souffraient des couinements et des notes fausses. Des sifflements aigus soudains quand l'archet de Leila dérapait trop loin ou pressait trop fort. Mais pour Camilla, ces sons étaient plus bienvenus que le silence. Ils signifiaient que Leila n'avait pas abandonné. Ils signifiaient qu'elle avait trouvé quelque chose à aimer. Camilla fit tout ce qu'elle put pour l'encourager, bien que les ressources soient rares. Elle acheta un petit cahier à spirale au Dollar Store pour que Leila l'utilise comme journal de pratique. Elles collèrent des feuilles de portée sur les murs. Camilla essaya même d'accorder le violon une fois, en suivant une vidéo elle-même, bien que le résultat soit pire qu'avant, et Leila dut le réaccorder doucement en feignant de ne pas rire. Leur routine s'installa en un rythme. Leila allait à l'école, rentrait, finissait ses devoirs, puis pratiquait au moins 1 heure, parfois 2. Les week-ends, elle jouait encore plus, ne s'arrêtant que quand ses doigts se crampaient ou que son estomac grognait assez fort pour la ramener au présent. Elle s'enregistrait et réécoutait, notant son intonation, sa posture, la fluidité de sa main d'archet. Il n'y avait pas d'enseignant pour la guider, pas de leçon pour corriger sa forme. Mais Leila n'était rien si ce n'est déterminée. Camilla vit sa fille se transformer. Elle le remarqua en petites choses, comment Leila se tenait plus droite maintenant, comment ses épaules ne s'affaissaient plus dans le couloir de l'école, comment elle se mit à fredonner doucement en attendant en file à l'épicerie. Il y avait une lumière en elle qui n'y était pas avant. La musique avait fait cela, le violon avait fait cela. Puis un lundi matin à l'école primaire où Camilla nettoyait, elle vit l'affiche colorée scotchée au tableau d'affichage près de la salle des enseignants. Soirée des talents annuels. Appel à tous les performeurs, danseurs, chanteurs, comédiens et musiciens. Les mots étaient gras et joyeux, soulignés de lettres scintillantes. En dessous, en plus petit, la date et l'heure, dans 3 semaines. Une ligne en bas invitait les élèves intéressés à s'inscrire devant la salle de musique. La respiration de Camilla se bloqua dans sa gorge. Ce soir-là, en essuyant les tables au dîner, elle pensa à l'affiche. Elle imagina Leila sur une scène, devant ses camarades et leurs parents, tenant son violon. La pensée fit gonfler et sombrer son cœur en même temps. Comprendrait-il sa musique? L'écouterait-il? Quand elle rentra cette nuit-là, elle trouva Leila assise par terre encore, cahier ouvert à côté d'elle, archet en main. Son visage était rougi par l'effort, des mèches de cheveux collées à son front. Elle leva les yeux et sourit quand Camilla entra, et sans un mot, elle joua une mélodie lente et chercheuse qui résonna doucement dans l'espace restreint. Ce n'était pas parfait, mais c'était honnête. C'était à elle. Camilla s'assit au bord du lit et écouta. Quand la dernière note s'estompa, Leila posa le violon sur ses genoux et dit comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Il y a une soirée des talents à l'école. Je me suis inscrite. » Camilla cligna des yeux. « Tu l'as fait ?» Leila hocha la tête. « Je veux qu'ils entendent ce que j'ai écrit. » Ce n'était pas présenté comme une performance. Ce n'était pas pour l'attention ou les applaudissements. Pour Leila, c'était pour être entendue. Les 3 semaines suivantes furent remplies de préparation. Leila se consacra à une composition, une pièce qu'elle avait commencée le jour où elle avait eu le violon. Elle n'avait pas de nom, encore, juste un sentiment qu'elle décrivait comme se souvenir de quelque chose de triste mais chaud. Elle l'ajustait quotidiennement, réécrivant les parties qui ne sonnaient pas tout à fait justes, façonnant chaque phrase avec la sensibilité de quelqu'un bien plus vieux que 10 ans. Camilla, de son côté, essaya d'aider comme elle pouvait. Elle emprunta des livres sur la théorie musicale à la bibliothèque publique. Elle utilisa un coupon dans le magasin Discount pour acheter à Leila un nouveau paquet d'élastiques à cheveux et emprunta un petit miroir de la salle de bain du dîner pendant un de ses services de nuit pour que Leila puisse observer sa propre forme en jouant. Mais tout n'était pas facile. Le monde dehors, leur appartement ne partageait pas leur révérence pour la musique. À l'école, Leila restait une étrangère. D'autres élèves riaient quand ils la voyaient porter l'étui à violon. « Tu vas jouer pour mendier ?» avait raillé un garçon. Une paire de filles de sa classe gloussa et imita les mouvements exagérés d'un violoniste dans le couloir, ricanant alors que Leila passait. Certains enseignants étaient plus gentils, mais pas tous. L'un jeta un œil à son nom sur la liste d'inscription et haussa un sourcil. « Tu joues ?» demanda-t-il, la surprise épaisse dans sa voix. « Eh bien, on verra. »
Leïla ne raconta rien de tout cela à Camilla. Elle pratiqua plus dur à la place. Un soir, alors que Camilla recousait l'ourlet de la seule robe de Leïla qui n'était ni tachée ni déchirée, une robe bleu pâle qu'elle gardait pour les occasions spéciales, elle demanda doucement si Leïla était nerveuse. « Un peu », admit Leïla, tripotant les cordes de son violon. « Mais surtout, je veux juste le faire. »« Alors tu le feras », dit Camilla, sa voix ferme de fierté discrète. Elles planifièrent tout ensemble. Leïla porterait la robe bleue et ses baskets blanches nettoyées. Camilla tresserait ses cheveux en 2 nattes nettes. Elles arriveraient tôt pour avoir une place au milieu de la rangée. Et Leïla attendrait en coulisses avec son étui en main jusqu'à ce qu'on appelle son nom. La nuit avant la performance, Leïla pratiqua jusqu'à ce que ses doigts palpitent. Camilla observa depuis le lit, le menton dans la main, l'épuisement l'attirant, mais la fierté la maintenant droite. Quand Leïla finit la dernière note, Camilla applaudit doucement. « C'est magnifique, dit-elle. » Les yeux de Leïla scintillèrent d'un mélange d'espoir et de peur. « Tu penses vraiment qu'ils écouteront ?» Camilla hésita un souffle, puis sourit. « S'ils ne le font pas, ce ne sera pas parce que tu ne leur as pas donné quelque chose qui en vaille la peine. » Plus tard cette nuit-là, quand Leïla dormait, Camilla s'assit seule près de la fenêtre, regardant les lampadaires clignoter sur le trottoir fissuré. La ville était calme. Trop calme. Elle pensa à toutes les choses qu'elle n'avait pas pu donner à sa fille. De l'argent, de la sécurité, une maison qui ne semblait pas s'effondrer de l'intérieur. Mais elle lui avait donné un violon, elle lui avait donné une voix. Et dans moins de 24 heures, Leïla l'utiliserait. Elle pria pour que quelqu'un écoute. Le jour de la performance s'approcha comme une ombre lente, s'étirant sur chaque soir et se faisant plus lourde à chaque heure qui passait. Le monde de Leïla se condensa dans le rythme de la préparation. Réveil, école, devoirs, violon. Ces jours se brouillèrent en une intensité discrète, le genre qui fait même bouger un enfant avec une possession tranquille de quelqu'un en mission. Sa composition avait commencé à prendre forme, plus qu'une simple collection de notes. Maintenant, elle avait une âme. La mélodie, autrefois incertaine et trébuchante, avait mûri en quelque chose d'hanté et d'intime, le genre de pièce qui tire l'auditeur dans un lieu sans mots. Leïla l'appelait l'arbre creux, bien qu'elle ne dise à personne pourquoi, ni à sa mère ni à ses enseignants. C'était à elle, née de la solitude, de l'espoir et de toutes les choses qu'elle ne savait pas dire à voix haute. Chaque soir, leur petit appartement se transformait en espace de pratique. La table de la cuisine devenait son pupitre, son cahier ouvert près d'une tasse ébréchée remplie d'eau. L'étui à violon, effiloché au bord, trônait en permanence par terre près de sa chaise. Elle passait l'archet sur les cordes, doucement d'abord, ajustant sa prise, repositionnant ses pieds. Elle pratiquait avec une telle intensité qu'elle oubliait souvent de manger. Camilla posait délicatement un bol de soupe à côté d'elle pour le retrouver 1 heure plus tard intact, refroidi à température ambiante, tandis que Leïla poursuivait la musique dans sa tête. Il y avait des moments de frustration, des notes qui ne sonnèrent pas claires, des passages qui refusaient de s'aplanir. Leïla serrait les dents et recommençait, parfois encore et encore, jusqu'à ce que la mélodie obéisse à ses mains. Ses doigts développèrent de petites callosités. Son archet devint plus fluide, sa posture plus confiante. Elle s'enseignait à être musicienne, 1 heure laborieuse à la fois. Camilla observait avec admiration et peur. Elle voyait la dévotion de sa fille, la façon dont ses yeux scintillaient de concentration, la façon dont elle fredonnait doucement avant de commencer une phrase. Mais elle voyait aussi la façon dont le monde dehors leur appartement la regardait avec suspicion, les murmures qui suivaient Leïla dans les couloirs de l'école. Ce n'était pas seulement le violon ou la musique, c'était sa présence, son refus de se recroqueviller, de disparaître. Et dans un endroit comme le leur, ce refus invitait souvent la cruauté. Un après-midi, un voisin frappa au mur et cria « Baisse ce vacarme !» Certains d'entre nous travaillent de nuit. Leïla s'arrêta au milieu d'une note, son archet figé en l'air. Ses épaules se tendirent, ses yeux se tournèrent vers la porte et pendant un long moment, elle ne bougea pas. Camilla était dans la cuisine, essuyant ses mains sur une serviette. Elle s'approcha, s'agenouilla près de Leïla et tourna doucement son menton jusqu'à ce que leurs yeux se rencontrent. « Continue à jouer, dit-elle, sa voix douce mais ferme. C'est aussi ta maison. »
Leïla hocha lentement la tête et releva l'archet. Pourtant, les moments de doute commencèrent à s'insinuer. Elle parla moins à l'école. Ses enseignants remarquèrent qu'elle était fatiguée, bien que peu demandent pourquoi. La plupart supposaient simplement qu'elle était l'une de ses enfants. Calme, à faible revenu, destinée à s'effacer derrière les plus bruyants et brillants. Un professeur de musique, un homme petit avec des lunettes épaisses et une façon de parler coupée, la regarda avec scepticisme en revoyant la liste du spectacle de talent. « Tu es la violoniste ?» Elle hocha la tête. « Autodidacte ?» demanda-t-il. Et quand elle hocha encore la tête, il fronça les sourcils. « Eh bien, assure-toi juste de l'accorder avant. Personne n'aime les cordes qui grincent. » Elle le remercia poliment et s'en alla, mais le commentaire s'assit dans sa poitrine comme une pierre. Même les élèves qui l'ignorèrent la plupart du temps commencèrent à la remarquer. 2 filles dans le couloir lui barrèrent le chemin un matin, fixant son étui à violon avec une confusion théâtrale. « C'est quoi ça ?» demanda l'une. « Une valise ?» ?»« Non, dit l'autre. C'est sa baguette magique. Elle va l'agiter et faire danser tous les rats. » Leïla passa en silence, serrant l'étui plus fort. Elle refusa de pleurer où elle pouvait la voir. Mais plus tard, cette nuit-là, en pratiquant seule, elle passa son archet avec plus de force que d'habitude, et le son craqua comme un cri. Camilla remarqua le changement. La musique sonnait plus en colère, plus urgente. Elle demanda à Leïla si tout allait bien, mais Leïla hocha seulement la tête, les yeux fixés sur le sol. Camilla n'insista pas. Au lieu de cela, elle posa une main sur le dos de sa fille et se tint à côté d'elle pendant qu'elle pratiquait, témoin silencieux de sa douleur et de sa persévérance. Malgré le découragement, Leïla persista. Sa pièce de performance évolua en quelque chose de plus tranchant, plus personnel. L'ouverture, autrefois douce et hésitante, portait maintenant une défiance discrète. La section du milieu s'élevait plus haut, se pliant et tirant comme une voix apprenant à crier. Et la fin, oh la fin, une note tenue unique qui s'attardait juste assez longtemps pour briser le silence qui suivrait sûrement. Camilla fit tout ce qu'elle put pour préparer la soirée. Elle sortit la robe unique de Leïla du fond du placard et la lava à la main avec soin, la posant sur le radiateur pour sécher. Elle cirait les chaussures de Leïla avec une vieille chaussette et un peu d'huile de cuisson. Elle tressa les cheveux de Leïla comme elle le faisait quand elle était plus jeune, tissant les mèches serrées et égales. Leïla ne demanda rien d'extravagant. « Juste assez, dit-elle. Je ne veux pas avoir l'air d'essayer trop fort. » Le matin du spectacle, Leïla se réveilla avant le soleil. Elle se glissa sur la pointe des pieds dans la cuisine et ouvrit son étui à violon. Inspectant chaque partie, corde, chevalet, cheville, archet, elle serra l'archet lentement, méthodiquement et joua quelques gammes les yeux fermés, laissant les notes emplir l'espace autour d'elle comme un charme protecteur. Camilla prépara le petit déjeuner, de la bouillie d'avoine au sucre brun, un rare régal, et elles s'assirent ensemble dans un silence complice. De temps en temps, Leïla jetait un œil à l'horloge. Elle n'était pas nerveuse. Pas exactement. Elle attendait. Quand elles arrivèrent à l'auditorium de l'école ce soir-là, la salle bourdonnait déjà. Des élèves en robe à paillettes et pantalons repassés voltaient en coulisses, riant et ajustant leurs costumes. Les parents remplissaient les chaises pliantes dans le public, tenant des bouquets et des téléphones, prêts à filmer. Les enseignants se tenaient près de l'entrée, vérifiant le programme et coordonnant les bénévoles. C'était bruyant, coloré, chaotique. Camilla guida Leïla à travers la foule, sa main reposant légèrement sur son épaule. Elles trouvèrent une place près du milieu, et Camilla embrassa la joue de Leïla avant qu'elle n'aille en coulisses avec les autres performeurs. Le nom de Leïla était imprimé près du bas du programme, juste au-dessus d'une troupe de danse et après un sketch comique intitulé « Les papas disent les pires bêtises ». Camilla serra le programme sur ses genoux, lissant le papier tandis que son cœur battait. Autour d'elle, des groupes de familles bavardaient et riaient, partageant des histoires sur les répétitions et les performances préférées. Elle était assise seule. En coulisses, Leïla trouva un coin tranquille loin des autres. Elle accorda son violon avec des mains fermes, repassant les premières mesures de sa pièce dans sa tête. Elle pouvait déjà entendre la musique, pas dans le chaos autour d'elle, mais quelque part au fond d'elle où rien ne pouvait l'atteindre. Et puis les lumières baissèrent. Les premiers actes passèrent rapidement. Une routine de claquettes, un tour de magie, une chanson pop chantée légèrement faux mais accueillie par des applaudissements chaleureux. Le public était généreux dans ses encouragements, surtout pour les enfants qu'il connaissait. Quand quelqu'un trébucha sur scène, les gens rirent gentiment. Quand quelqu'un oublia ses lignes, la foule applaudit plus fort. Il y avait un sentiment de célébration partagée. Mais quand le nom de Leïla fut appelé,
L'énergie dans la salle changea. Elle marcha lentement sur scène, son violon à son côté. Sa robe flottait autour de ses genoux, ses nattes encadraient son visage. Elle s'arrêta devant le micro et ajusta le pied avec des mains prudentes. Puis elle leva son instrument et prit une inspiration. Silence. Leila leva son archet et la première note retentit. Tous, un murmure de son qui trancha le hush. Ses mains tremblèrent légèrement au début, mais elle trouva vite son rythme. La mélodie se déploya, attirant le public dans son rythme, sa douleur. Ce n'était pas parfait. Certaines notes vacillèrent. Une corde bourdonna, mais il y avait quelque chose de brut dans sa performance. Quelque chose qui demandait non pas des louanges, mais une présence. Et pourtant la salle ne la donna pas. Une toux résonna du fond. Une chaise craqua quand quelqu'un bougea. 2 garçons au premier rang chuchotèrent et ricanèrent. Une femme près de Camilla fouilla dans son sac, sortant un chewing-gum et le déballant bruyamment. L'un des juges jeta un œil à son téléphone, tapa un message et détourna le regard. Personne n'applaudit quand Leila finit. Personne ne bougea même. Elle resta là, son archet encore levé, la note finale suspendue en l'air comme une question sans réponse. Puis lentement, elle abaissa son bras, s'inclina exactement comme elle l'avait pratiqué et se tourna pour quitter la scène. Camilla observa le visage de sa fille, tandis qu'elle descendait. Le triomphe discret qui avait vécu dans ses yeux la nuit précédente avait disparu, remplacé par quelque chose de rétréci, plus petit. Son menton s'abaissa, ses épaules se plièrent. Elle se repliait sur elle-même, cachant la flamme qui avait brûlé si fort. Camilla voulait courir vers elle, la prendre dans ses bras, hurler à la salle pour ne pas avoir vu ce qu'elle voyait, pour ne pas l'avoir entendu, mais elle ne pouvait pas bouger. Elle resta figée sur son siège, le programme serré dans ses mains, son cœur se brisant sous le poids du silence de sa fille. En cet instant, elle n'était pas sûre que Leila reprendrait jamais le violon. Leila ne pleura pas quand elle descendit de scène. Ses mains restèrent fermes tandis qu'elle rangeait le violon avec soin dans son étui cabossé, claquant les fermoirs avec la précision de la mémoire musculaire. Elle s'assit sur une chaise pliante derrière le rideau et croisa les mains sur ses genoux, les yeux perdus, le visage immobile. Pour quiconque d'autre, elle aurait pu sembler composée. Mais Camilla, observant sa fille à travers la foule tandis que l'acte suivant montait sur scène, vit autre chose, quelque chose qui se brisait. Le public passa à autre chose sans manquer un battement. Un groupe de filles de 6e en tenues à paillettes assorties dansa sur scène sur un remix pop d'une vieille chanson, et la foule tapa des mains avec une énergie renouvelée. Les parents se penchèrent à nouveau en avant, riant et acclamant, leur silence précédent déjà effacé par les paillettes et le volume. Personne ne mentionna la fille au violon. Personne ne demanda son nom. Camilla resta immobile sur son siège, le programme froissé sur ses genoux. Elle n'entendait plus la musique sur scène. Tout ce qu'elle entendait était le battement de son propre cœur dans ses oreilles et l'écho du silence qui avait suivi la performance de Leila. Ce n'était pas le silence né de l'émerveillement ou de la révérence. C'était froid, inattentif, dédaigneux, un silence qui disait « On s'en fiche ». Ses doigts agrippèrent les bords du programme, jusqu'à ce que le papier se déchire. Elle voulait courir en coulisses pour enlacer Leila, lui dire qu'elle était magnifique, qu'ils avaient tort. Mais quelque chose l'arrêta, pas la peur, pas la honte, mais une sorte de paralysie. Elle avait passé tant d'années à se rapetisser, à essayer de se fondre, à ne pas faire de vagues, et maintenant sa fille était montée sur scène avec tout le courage du monde, et personne n'avait remarqué. Les lumières baissèrent quand l'acte final se termina, et la principale monta sur scène pour remercier les performeurs. Un tonnerre d'applaudissements suivit. Les parents se levèrent pour ramasser leurs manteaux et sacs, bavardant entre eux sur les plans pour le dîner et la circulation. Camilla se fraya un chemin à travers la foule, les yeux scrutant les groupes d'élèves en coulisses, jusqu'à ce qu'elle repère Leila assise seule sur une chaise pliante, son étui serré contre sa poitrine comme une armure. Quand leurs yeux se rencontrèrent, Leila ne sourit pas, elle ne pleura pas non plus. Elle se leva simplement et s'approcha muette et glissa sa main dans celle de sa mère. Camilla la serra doucement, incertaine de quoi dire. Elle voulait lui dire que ça n'avait pas d'importance, qu'elle était fière, que le silence ne signifiait pas l'échec, mais elle savait que ces mots sonneraient creux. Leila n'avait pas besoin de réconfort. Elle avait besoin d'autre chose, quelque chose que Camilla n'était pas sûre de pouvoir donner. Elles rentrèrent ensemble à pied dans l'air frais de la nuit. Le vent tirait sur leurs vestes et les feuilles raclaient le trottoir. Camilla jetait des regards à Leila de temps en temps, espérant un signe, n'importe quoi. Mais Leila fixait droit devant, son expression illisible. Elle tenait son étui à violon serré contre son flanc.
sa prise ferme. Quand elles arrivèrent à l'appartement, Leila alla directement dans sa chambre et ferma la porte. Camilla resta longtemps dans la cuisine, ne sachant quoi faire d'elle-même. Elle fit bouillir de l'eau pour du thé, puis la versa dans l'évier intact. Elle essaya de lire, mais les mots se brouillèrent. Enfin, elle s'assit sur le canapé et écouta. Il n'y avait aucun son de la chambre de Leila, pas même le craquement des planches ou le murmure de son fredonnement, seulement le silence. Il en fut ainsi pendant des jours. Leila alla à l'école comme d'habitude, fit ses devoirs, mangea le dîner, mais elle ne toucha pas à son violon. Elle ne fredonna pas, ne griffonna pas dans son cahier, ne regarda pas ses vidéos de musique. L'étui resta fermé dans le coin de sa chambre comme un cadeau oublié. Quand Camilla demanda si elle voulait pratiquer, Leila secoua seulement la tête. « Pas ce soir », dit-elle à chaque fois. À l'école, le silence la suivait aussi. Personne ne mentionna sa performance. Les enseignants n'offrirent pas de retour. Les élèves passèrent à autre chose, se concentrant sur le prochain événement scolaire. Un jour, Leila entendit un garçon de sa classe imiter un son de violon grinçant et rire. Son ami ricana et quelqu'un marmonna. Cette pauvre fille avec son violon usé, Leila fit semblant de ne pas entendre. Camilla vit sa fille se replier. L'étincelle qui avait brûlé si fort s'estompait jour après jour. Elle essaya de l'atteindre, d'offrir de l'encouragement, de lui rappeler la joie qu'elle avait autrefois trouvée à jouer. Mais Leila s'était refermée. Elle répondait en monosyllabes, évitait le contact visuel et disparaissait dans son propre calme. Un soir, quelques semaines après la performance, Camilla s'assit au bord du lit de Leila, observant sa fille dessiner distraitement dans un bloc à croquis. Le violon reposait encore dans le coin, intact. La pièce semblait plus lourde que d'habitude, comme si les murs eux-mêmes pleuraient quelque chose de perdu. « Tu sais, » dit doucement Camilla, « quand j'avais ton âge, je voulais être écrivaine. » Leila leva les yeux, surprise. Camilla parlait rarement de son enfance. « J'écrivais des poèmes, » continua-t-elle. « Des petits. Je les cachais sous mon matelas parce que je pensais qu'ils étaient bêtes. Un jour, j'en montrai un à mon enseignante. Elle le lut, sourit, et dit à la classe que c'était mignon. Pas bon, pas émouvant, juste mignon. Leila ne dit rien, mais ses yeux ne quittèrent pas le visage de sa mère. « J'ai arrêté d'écrire après ça, » dit Camilla, sa voix douce. Pendant longtemps, je pensais que ça signifiait que je n'étais pas faite pour écrire. Une longue pause suivit. Je ne veux pas que tu arrêtes de jouer, juste parce que quelqu'un ne savait pas écouter. Les lèvres de Leila s'entr'ouvrirent, comme pour répondre, mais elle les referma. Elle baissa les yeux sur son bloc puis sur l'étui à violon. Cette nuit-là, elle ne l'ouvrit pas, mais elle laissa sa porte ouverte en allant se coucher. Camilla prit cela comme un signe. Les jours devinrent des semaines. Noël passa discrètement. Camilla travailla des services supplémentaires pour acheter à Leila un nouveau bloc de colophane et un petit pupitre à musique. Elle les emballa dans un sac en papier et les noua avec un ruban. Leila sourit en les ouvrant mais n'en dit pas beaucoup. Pourtant, les cadeaux restèrent sur son bureau au lieu d'être rangés. Puis un après-midi froid de janvier, alors que Camilla rentrait du dîner, les doigts engourdis par le vent, elle passa devant le tableau d'affichage de l'école. Une nouvelle affiche avait été posée. Showcase musical des jeunes de la ville. Auditions ouvertes, âge 10-17, compositions originales encouragées. L'événement était sponsorisé par une fondation artistique locale. Les auditions auraient lieu dans 2 semaines, ouvertes au public. Camilla fixa l'affiche longtemps. Quelque chose remua en elle. Un scintillement du feu qui s'était presque éteint depuis cette nuit dans l'auditorium. Elle arracha l'affiche du tableau et la plia soigneusement dans la poche de son manteau. Ce soir-là, elle la montra à Leila. « Je pensais que tu voudrais le savoir, » dit-elle, posant le papier sur la table. Leila l'étudia longtemps. « Pourquoi voudrait-il m'entendre ? Parce que tu as quelque chose à dire qui en vaut la peine, » répondit Camilla. Leila ne répondit pas. Mais plus tard cette nuit-là, Camilla entendit le craquement doux de l'ouverture de l'étui à violon. Elle retint son souffle, puis une note. Une seule note, puis une autre. Fainéante, incertaine, mais là. Pas une chanson, pas encore, mais un début. Les notes revinrent comme des murmures d'abord. Calmes, hésitants. Comme si le violon lui-même avait oublié comment respirer. Chaque soir, alors que le soleil glissait derrière les arbres nus et que le petit appartement se remplissait d'ombre, Leila ouvrait son étui et posait l'instrument sur son épaule. Elle ne jouait pas longtemps, parfois seulement des minutes, parfois une seule phrase répétée, jusqu'à ce qu'elle se brise en morceaux. Mais elle jouait, et cela, Camilla savait, était tout. Elle ne posait pas de questions. Elle ne commentait pas, n'encourageait pas, ne planait pas. Elle écoutait depuis la cuisine en lavant la vaisselle ou en pliant les serviettes, feignant de se concentrer sur les petites tâches qui remplissaient l'espace de leur vie.
La musique de Leïla avait changé. Elle était plus douce maintenant, plus fragile, comme un fil essayant de porter du poids. La flamme et la défiance des jours avant le spectacle de talent avaient disparu. Ce qui restait était plus simple, plus triste, mais encore vivant. Une nuit, alors que le vent hurlait à travers les vieilles fenêtres et que le radiateur gémissait avec sa chaleur inégale, Leïla se mit à fredonner en suivant une mélodie. Ce n'était pas la chanson qu'elle avait jouée au spectacle. C'était quelque chose de nouveau, quelque chose qu'elle n'avait pas noté. Camila s'assit sur le canapé figé, n'osant pas bouger, craignant même que le son de sa respiration ne l'arrête. Mais Leïla ne s'arrêta pas. Pour la première fois depuis des semaines, elle joua sans hésitation. Ses doigts bougèrent sur les cordes avec intention. Son archet glissa en longues lignes fluides. Elle était encore rouillée, encore en apprentissage, mais la musique vint librement. Camila ferma les yeux et la laissa l'envahir. Cette beauté fragile et imparfaite, elle emplit l'appartement comme de la lumière. Le lendemain matin, Leïla s'assit à la table de la cuisine avec une page blanche devant elle. Elle ne parla pas, mais son crayon bougea régulièrement, traçant des lignes et des notes, façonnant des rythmes. Camila observa depuis l'autre côté de la pièce, sans rien dire. Son cœur battait doucement dans sa poitrine. L'affiche pour le showcase musical des jeunes de la ville était encore épinglée au mur près du bureau de Leïla. Elle y était depuis presque 2 semaines. Leïla n'en avait pas reparlé depuis la nuit où Camila l'avait ramenée. Mais Camila avait remarqué la façon dont Leïla la regardait maintenant, non pas avec peur ou rejet, mais avec une curiosité lasse. 2 jours avant les auditions, Leïla rentra de l'école, alla dans sa chambre et ferma la porte. Quand elle en ressortit 1 heure plus tard, elle tenait son violon et la partition qu'elle avait commencé à esquisser ce matin-là. « Je crois que je veux essayer », dit-elle simplement. Camila cligna des yeux. « L'audition » Leïla hocha la tête, juste pour voir. « Je ne serai pas prise ou quoi, mais… » Elle hésita. « Je veux le jouer correctement juste une fois. » Cette nuit-là, Camila l'aida à repasser la robe bleue. Elle nettoya les chaussures de Leïla, frottant délicatement les semelles avec un chiffon humide. Elle prépara un petit sac avec des snacks, une bouteille d'eau et le bloc de cellophane enveloppé dans du papier tissu. Elle emprunta même un miroir de poche de la salle de bain du café et le glissa entre 2 livres dans son sac. Ce n'était pas pour gagner ou même être entendue par les juges. C'était pour reprendre quelque chose qui lui avait été pris, quelque chose que Leïla était encore assez forte pour atteindre. Elles partirent tôt ce samedi matin, emmitouflées contre le vent. L'audition se tenait dans un centre communautaire du centre-ville, dans le quartier culturel, une partie de la ville que Camila visitait rarement. Les bâtiments là-bas étaient plus vieux mais plus grands, avec de larges marches et des corniches sculptées. Les rues étaient propres, les trottoirs plats, les gens se déplaçaient vite avec but. À l'intérieur du centre, l'énergie bourdonnait. Des adolescents en chemise de ville et pantalons repassés arpentaient le hall, réchauffant leurs instruments, fredonnant des gammes, serrant leurs archets. Les parents planaient avec des presse-papiers et des bouteilles d'eau, bavardant à voix basse. Leïla semblait petite parmi eux, son étui à violon en bandoulière sur l'épaule, sa robe d'occasion flottant autour de ses genoux, mais son visage était calme, concentré. Camila l'enregistra au bureau d'accueil pendant que Leïla accordait dans un coin tranquille. Elles attendirent presque 1 heure, entourées d'une marée d'inconnus. Camila s'assit les mains croisées sur les genoux, observant Leïla sans parler. La fille qui s'était autrefois recroquevillée face à la tension tenait maintenant son violon comme un bouclier, comme une épée. Elle n'était pas là pour éblouir, elle était là pour parler. Quand son numéro fut enfin appelé, une bénévole les guida dans un court couloir vers une paire de doubles portes. Leïla s'arrêta avant d'entrer, jetant un regard à sa mère. Camila sourit, posa sa main sur l'épaule de Leïla et la serra doucement. À l'intérieur, la pièce était calme. Un petit panel de 3 juges était assis derrière une table pliée près du mur du fond, presse-papiers en main. Une caméra vidéo se tenait sur un trépied à proximité. Il n'y avait pas de lumière, pas de scène. Juste un cercle de rubans au sol où le performeur devait se placer. Leïla entra dans le cercle, hocha une fois la tête et leva son instrument. Les juges levèrent à peine les yeux. L'un griffonnait des notes sur un formulaire, un autre ajustait ses lunettes, et le 3e regarda ses chaussures avec une expression vaguement amusée. Puis elle commença à jouer. Au début, rien ne se passa. Les juges continuèrent à écrire, leur stylo grattant le papier, mais la musique grandit plus pleine. La pièce de Leïla était une mélodie simple, pas complexe en structure, mais riche en sentiments. Elle gonflait et descendait comme un souffle, bougeait avec le cadence du désir. Ce n'était pas parfait.
Une de ses cordes glissa légèrement désaccordée près du chevalet. Sa main d'archet hésita une fois, mais rien de cela n'importait parce qu'en seconde moitié de sa pièce, quelque chose se produisit. Le juge à droite, un homme plus âgé dans un manteau gris et des lunettes à monture fine, leva la tête. Il l'inclina légèrement puis se pencha en avant. Il arrêta d'écrire. Ses yeux suivirent son archet, ses doigts, son visage. Quand elle atteignit la note finale, tenue un moment de trop, un calme emplit la pièce. Elle abaissa son violon et s'inclina. Personne n'applaudit. Ce n'était pas ce genre d'audition. Mais l'homme au manteau gris s'éclaircit la gorge et dit « Merci, mademoiselle Leila », dit-il doucement. « Oui », hocha-t-il. « Merci, Leila ». Elles quittèrent le bâtiment en silence. Leila ne demanda pas comment ça s'était passé. Camilla n'essaya pas d'interpréter les réactions des juges. Elles achetèrent des bretzels chauds à un vendeur de rue et s'assirent sur un banc près de l'arrêt de bus, regardant les voitures glisser sur la rue propre de la ville. Plus tard cette nuit-là, de retour à la maison, alors que Leila rangeait doucement son violon dans son étui, elle dit « Il m'a regardé ». Camilla, lavant la vaisselle, s'arrêta. « Qui » ? Le vieux juge, celui avec les lunettes. Il a écouté. Camilla sourit, bien que Leila ne puisse pas la voir. « Je l'ai vu ». Le lendemain, l'appel arriva. C'était un dimanche matin. Camilla venait juste de rentrer de son service de nuit, les pieds endoloris, son manteau encore saupoudré de neige. Le message avait été laissé sur leur répondeur, une voix inconnue indiquant que Leila avait été sélectionnée pour la performance du showcase au printemps et quelqu'un de la fondation musicale des jeunes de la ville se mettrait bientôt en contact. Camilla écouta le message 3 fois avant de frapper à la porte de Leila. Elle ne dit rien. Elle tendit juste le téléphone. Leila écouta, son visage inexpressif. Puis lentement, ses yeux se remplirent de larmes. Pas les larmes chaudes de honte ou de défaite, mais le genre calme qui vient quand quelque chose de brisé commence à se réparer. « Ils m'ont choisi » murmura-t-elle. Camilla hocha la tête. « Oui, ils l'ont fait. » Leila fixa son étui à violon de l'autre côté de la pièce, puis sa mère. « Je pensais qu'ils ne le feraient pas. »« Je sais, » dit Camilla. « Mais quelqu'un t'a entendu. Vraiment entendu. » Pendant un long moment, elles restèrent assises en silence, le ronronnement du radiateur étant le seul son entre elles. Puis Leila se leva, traversa la pièce et ouvrit son étui. Et cette fois, elle joua, non seulement pour elle-même, mais pour celui qui avait écouté. Le matin après l'appel, le monde semblait d'une certaine façon plus lumineux, comme si quelque chose d'invisible avait bougé. La neige couvrait encore le sol en amas lourds, et l'air dehors piquait encore la peau comme la veille. Mais à l'intérieur de leur petit appartement, quelque chose était différent. Il y avait à nouveau du mouvement, du but, un fil de joie si subtil qu'il ne pouvait être senti qu'entre les regards, dans la façon dont Camilla versait le thé de Leila et dont Leila nouait ses lacets de bottes sans qu'on le lui demande 2 fois. Elles ne célébrèrent pas avec des ballons ou un gâteau ou des appels aux voisins. Il n'y eut pas de fanfare, mais la musique revint. Elle revint avec force. Leila jouait des heures maintenant, les mélodies s'étendant au-delà de ses premières compositions petites et tristes, en quelque chose de plus profond, plus large. Ses doigts dansaient sur le manche avec une clarté qui n'y était pas avant. Et quand elle jouait, ses yeux ne tombaient pas au sol. Elle gardait la tête haute. Elle avait trouvé un endroit où appartenir. L'invitation de la Fondation musicale des jeunes de la ville arriva par courrier dans une enveloppe bleu pâle, avec son nom imprimé en encre noire fine. Camilla l'ouvrit avec des doigts tremblants. À l'intérieur, une lettre formelle sur du papier craquant félicitant Leila pour sa sélection pour participer au showcase de printemps. La lettre expliquait qu'un représentant se mettrait en contact pour plus d'instructions et que la Fondation offrait un programme de mentorat pour les élèves talentueux sélectionnés par les juges. Leçons, ateliers de groupe, aide au transport, tout fourni gratuitement. Camilla lut la lettre 3 fois avant de se permettre de croire que c'était réel. Quelques jours plus tard, elles reçurent un autre appel. Cette fois, c'était une femme nommée Mara Rowe, coordinatrice de programme pour la Fondation. Sa voix était calme, chaleureuse, autoritaire. Elle parla d'abord à Camilla, expliquant les détails du programme, puis demanda à parler à Leila. Camilla passa le téléphone lentement, les grands yeux de sa fille pleins d'appréhension et d'incrédulité. Leila s'assit à la table de la cuisine, les pieds se balançant au-dessus du sol, téléphone pressé contre l'oreille. Elle écouta plus qu'elle ne parla, hochant la tête et murmurant des réponses. Quand elle rendit enfin le téléphone à sa mère, ses joues étaient roses et ses lèvres ourlaient du plus petit, du plus incertain des sourires. « Elle veut que j'aille au conservatoire ce samedi », dit Leila. « Ils ont des salles de pratique et des enseignants et d'autres enfants et de vraies partitions.
Elle a dit qu'ils m'aideront à écrire plus de chansons. Camila ne savait quoi dire. Sa gorge était serrée et quelque chose de chaud lui piquait les yeux. « On peut y aller ?» demanda Leila, sa voix prudente, calme. Camila posa une main sur son épaule et hocha la tête. « Oui, ma chérie, on y va. » Et ainsi commença une nouvelle routine. Une cousue lentement dans le tissu de leur vie. Chaque samedi avant l'aube, Camila se levait et préparait un thermos de chocolat chaud, 2 sandwichs et un sac de raisins. Leila s'habillait en couche, enfilant des leggings sous son jean et enroulant une écharpe autour de son cou. Elles prenaient le bus ensemble à travers la ville. Un trajet qui prenait presque 1 heure et serpentait à travers des quartiers, à la fois familiers et étrangers, passant devant des épiceries qu'elles n'entrèrent jamais, et des boutiques avec des vitrines si propres et brillantes comme de l'eau. Au conservatoire, Leila se vit assigner un mentor nommé Carlos Mendoza, un homme aux yeux bienveillants dans la trentaine, qui avait autrefois joué pour l'orchestre philharmonique de l'État, avant qu'une blessure ne l'empêche de performer. Il enseignait avec patience, guidant Leila à travers des gammes, la théorie musicale et des techniques de composition. Il ne haussait jamais la voix, ne se moquait jamais de ses habitudes autodidactes. Au lieu de cela, il l'aidait à construire sur ce qu'elle avait, moulant l'instinct brut en compétence. Elle était la plus jeune du programme de 2 ans, mais elle trouva vite son rythme. Les autres élèves étaient curieux d'elle. Elle était calme, observatrice. Mais quand elle jouait, la pièce changeait. Même ceux plus âgés avec des années d'entraînement tournèrent la tête pour écouter. Carlos lui dit un jour après une leçon, « Tu ne joues pas fort, mais tu joues plein, et c'est bien plus dur. » Les mots lui collèrent pendant des jours. Chaque semaine, elle gagnait en confiance. Elle recommença à écrire, des phrases courtes d'abord, puis des pièces complètes. Son cahier se remplit d'esquisses, de thèmes, de questions pour Carlos. Elle demanda sur la structure des accords, sur le contrepoint, sur les dynamiques. Elle écouta les enregistrements qu'il lui prêtait, dévora les partitions de la bibliothèque, mémorisa des pièces avec une fin qui la surprit elle-même. Camila, pendant ce temps, s'asseyait dans le petit hall du conservatoire chaque samedi, sirotant son chocolat et regardant l'horloge. Elle apportait parfois des livres ou son petit kit de broderie, mais la plupart des jours, elle se contentait de s'asseoir, souriant discrètement chaque fois qu'elle voyait Leila passer dans le couloir, avec son étui en bandoulière sur le dos et son visage rayonnant de concentration. Un après-midi, Carlos s'approcha d'elle pendant qu'elle attendait. « Elle est spéciale, dit-il simplement. » Camila leva les yeux de son siège. « Elle est tout pour moi. » « Elle a quelque chose, continua-t-il, une voix dans sa musique que je n'ai pas entendue depuis longtemps. C'est comme si elle racontait des histoires que personne d'autre ne peut. » Camila avala la boule dans sa gorge. Elle a toujours eu des histoires. Elle n'avait juste pas de moyen de les partager. Elle l'a maintenant, dit-il, et sourit avant de retourner en classe. De retour à la maison, les choses restèrent les mêmes de toutes les façons visibles. L'appartement était encore courant d'air. Le loyer était encore un combat. Camila travaillait encore 2 jobs, emballait encore le déjeuner de Leila dans un sac de supermarché, réparait encore ses propres chaussures avec de la colle et du ruban. Mais à l'intérieur de leur petit mur fissuré, quelque chose fleurissait. Une sorte de richesse non mesurée en dollars ou en mètres carrés, mais en son, en connexion, en la croyance qu'elles avançaient. Leila commença à performer de petits récitals via la fondation, d'abord pour les parents et le personnel, puis pour un public plus large. Elle joua avec d'autres élèves, apprenant à fondre sa voix dans la leur, à mener et suivre. Elle se mit à parler plus, à introduire ses pièces avec de courtes explications. Elle rougissait encore, gardait encore les yeux baissés, mais sa voix ne tremblait plus. Et le violon, autrefois une relique poussiéreuse et jetée d'une vitrine de prêteur sur gage, devint sa compagne la plus proche. Carlos aida Camila à obtenir un instrument prêté de la fondation, un avec un ton plus riche et une meilleure résonance. Mais Leila pratiquait encore sur son vieux violon à la maison. « Celui-ci me connaît », expliqua-t-elle. « Il se souvient de comment j'ai commencé. Un soir, alors qu'elles étaient assises par terre partageant un bol de riz et de haricots, Camila demanda doucement « Veux-tu inviter quelqu'un au showcase de printemps? Tes enseignants? Peut-être un ami de l'école ?» Leila secoua lentement la tête. « Il ne viendrait pas. » Camila tendit la main à travers la couverture et toucha la sienne. « Peut-être qu'il viendrait ?» Leila hésita puis dit « Je n'ai pas besoin d'eux là, juste toi. » Camila sourit, clignant des yeux pour chasser les larmes. « Alors j'y serai. » Alors que les semaines passaient et que le printemps approchait, les préparations pour le showcase s'intensifièrent. Leila fut choisie pour performer sa propre composition comme partie de l'acte de clôture,
Un honneur réservé à un seul élève chaque année. Carlos le lui dit avec un sourire. « Tu as fait un long chemin, Leila. » Elle hocha la tête. « Je veux que celle-ci soit pour ma maman. » Il haussa les sourcils. « Une dédicace. » Elle baissa les yeux sur sa musique. Les pages remplies de marques de crayons et de gomme. Elle m'a donné tout ce dont j'avais besoin pour faire ça. Carlos hocha lentement la tête. « Alors faisons-en la meilleure à ce jour. » La pièce qu'elle écrivit était contrairement à tout ce qu'elle avait tenté avant. Elle commençait par une note unique et calme, à peine un murmure, puis se construisait en vagues, s'appuyant sur la mélodie qu'elle avait écrite pour sa première audition, mais l'étendant, la remodelant. Il y avait maintenant des dissonances, des moments de tension et de silence, puis la résolution. C'était une histoire en sons, une qui parlait de lutte et de honte et de silence, mais aussi de lumière et de mouvement et de voix. Elle l'appela le nouveau nom. « J'étais autrefois la fille au violon cassé », dit-elle à Carlos. « Maintenant, je veux être autre chose. »« Tu l'es », dit-il. « Tu l'es déjà. » Le samedi final, avant le showcase, Leila et Camila s'assirent ensemble sur le trajet de bus du retour. Dehors, les arbres commençaient à bourgeonner, des feuilles vertes se déployant comme de nouveaux débuts. « Tu penses que les gens comprendront ?» demanda Leila, sa voix douce. « Ils n'ont pas à le faire, » dit Camila. « Tant que toi, tu le fais. » Leila hocha la tête, fixant par la fenêtre, ses doigts traçant des notes invisibles contre son genou. Et Camila, observant sa fille avec un cœur qui pouvait à peine se contenir, comprit quelque chose clairement pour la première fois. Elles n'avaient pas seulement survécu, elles étaient arrivées. Le matin du showcase de printemps arriva enveloppé de lumière dorée. La lumière du soleil filtra à travers les rideaux fins de leur appartement, réchauffant les appuis de fenêtres fissurées et la peinture écaillée, transformant l'espace familier en quelque chose de momentanément plus doux. Camila se tenait dans la cuisine, coupant soigneusement une orange en quartier pour le petit déjeuner de Leila, ses mains plus lentes que d'habitude, sa respiration stable mais superficielle. Elle ne se rappelait pas la dernière fois qu'elle s'était réveillée sans le poids du travail pressant sur sa poitrine. Aujourd'hui, il n'y avait rien à nettoyer, pas de services à couvrir, pas de clients à servir. Aujourd'hui, il n'y avait que cela. Leila émergea de sa chambre vêtue d'une simple robe bleu marine qu'elles avaient trouvée dans un bac de charité 3 semaines plus tôt. Elle lui allait comme si elle était faite pour elle, ne nécessitant que quelques petites coutures à l'ourlet et un fer prudent. Ses nattes étaient nettes, ses chaussures cirées, et son étui à violon reposait légèrement dans sa main comme s'il y appartenait. Elles mangèrent en silence presque, échangeant des regards mais peu de mots. Il n'y avait rien à dire qui n'avait déjà été dit dans les heures et les jours menant à ce moment. Camila versa du thé dans un thermos et le glissa dans son sac avec des mouchoirs, des épingles de sûreté et une copie pliée du programme envoyé par la Fondation. Elle l'avait lu une 12aine de fois déjà, ses doigts traçant le nom de Leila dans le créneau de performance de clôture, avec incrédulité et fierté discrète. La ville brillait d'un printemps précoce quand elles sortirent, l'air frais mais doux, les trottoirs luisant faiblement de la rosée nocturne. Dans le bus, elles s'assirent côte à côte, Leila fixant par la fenêtre tandis que les bâtiments passaient en un flou de briques anciennes et de verre neuf. Camila gardait les mains croisées sur les genoux, mais ses pensées tourbillonnaient. Elle se rappelait le jour où elles étaient espacées devant cette vitrine de prêteur sur gage, la façon dont les yeux de Leila s'étaient illuminés à la vue d'un violon rayé et oublié. Elle pensa à toutes les nuits remplies de notes hésitantes et de larmes silencieuses, à tous les matins qu'elles avaient commencé avec rien d'autre que de la détermination entre elles. Quand elles arrivèrent à la salle de performance, le bâtiment semblait s'élever au-dessus d'elles comme un monument. Il n'était ni orné ni grandiose, mais il avait une dignité discrète avec de larges marches menant à des portes vitrées et de grandes bannières claquant doucement dans la brise. À l'intérieur, le hall était rempli de familles et d'élèves. Des bénévoles en chemise noire se déplaçant vivement entre les tables et les listes de contrôle. Leila fut escortée en coulisses où les autres performeurs réchauffaient déjà, leur voix basse et concentrée. Camila fut guidée vers un siège près du centre de l'auditorium, l'air épais d'anticipation et du bourdonnement doux des instruments qui s'accordent. Elle s'assit son manteau plié soigneusement sur les genoux, ses yeux fixés sur la scène, tandis que les lumières baissaient et que le showcase commençait. Les performances passèrent rapidement au début. Duos, solos, petits ensembles. Chaque élève fut introduit avec une brève biographie. Leurs noms prononcés clairement dans le micro alors qu'ils avançaient, posés et pratiqués. Le public applaudit poliment, chuchotant occasionnellement des louanges aux voisins. Camila regarda tout passer comme un rêve.
chaque acte rapprochant le nom de sa fille. Quand l'entracte final se termina, la directrice revint sur scène. C'était une femme grande aux cheveux striés d'argent et à la voix comme du velours. « Notre performance finale cet après-midi, dit-elle, est par l'une de nos participantes les plus jeunes. Quand elle a audité pour la première fois, nous avons été frappés non seulement par sa musicalité, mais par la clarté émotionnelle de sa voix. Sa composition parle de résilience, de pouvoir discret et de transformation. Veuillez accueillir Leila Grant. » Le cœur de Camila s'arrêta. Le nom de sa fille retentit dans la salle, net et clair. Les gens se tournèrent, curieux, se déplaçant sur leurs sièges. Puis Leila apparut. Elle monta sur scène avec des mouvements lents et mesurés. Son violon à son côté, son visage calme. La robe bleu marine bougeait comme de l'eau autour de ses genoux, et ses nattes scintillaient sous la lueur douce des lumières. Elle marcha au centre de la scène, s'inclina une fois puis leva son violon et le cala sous son menton. La salle tomba dans le silence. Elle commença à jouer. La première note était si douce qu'elle aurait pu être prise pour un souffle, à peine là, mais indéniablement présente. Elle plana en l'air, tremblant légèrement, puis se résolut en une phrase lyrique lente. Sa pièce se déploya comme une histoire contée dans une langue sans mots. Chaque passage tissé de brins de chagrin et de force. Il y avait des moments d'hésitation, des pauses délibérées où la musique semblait poser une question et attendre la réponse. Puis vint le gonflement, la tempête montante, la voix qui ne pouvait être réduite au silence. Camila resta immobile, le souffle coincé dans la gorge. Autour d'elle, le public se pencha en avant. Personne ne chuchota, personne ne bougea. Les mains de Leila étaient fermes. Son archet glissait avec précision. Ses doigts volaient avec une certitude pratiquée. Elle ferma les yeux pendant le passage final, le crescendo se pliant en un diminuendo doux, ramenant la salle au calme. La note finale s'attarda en l'air plus longtemps qu'elle n'aurait dû, parfaitement placée, palpitant de sens. Puis le silence et puis les applaudissements. Cela commença par quelques claps incertains, retenus. Puis cela grandit, une ovation debout. Toute la salle se leva, mains frappant mains en un rythme tonitruant. Certains sifflèrent, d'autres acclamèrent. Des caméras flashèrent. Et Leila, encore debout au centre de la scène, regarda la mer de visage. Non pas avec peur, mais avec quelque chose d'autre entièrement. Elle s'inclina à nouveau, et cette fois quand elle releva la tête, elle souriait. En coulisses, tandis que les applaudissements s'estompaient et que les performeurs se rassemblaient pour leur appel final au rideau, la directrice attira Leila à part. Camila attendait dans le hall, tordant le bouchon du thermos dans ses mains, le cœur encore battant. Quand les portes s'ouvrirent et que les élèves sortirent, Leila marcha droit vers sa mère et l'enlaça. Elle dit « On va m'offrir une bourse complète pour le mentorat l'année prochaine », murmura-t-elle. Elle a dit qu'ils veulent m'aider à trouver une école de musique quand je serai prête. Une vraie. Camila pouvait à peine parler. Elle serra sa fille plus fort. Je lui ai dit « Je veux continuer à écrire ma propre musique », dit Leila. « Je veux raconter notre histoire. » Camila recula et regarda le visage de sa fille, si jeune, si pleine de lumière, et pourtant portant une profondeur venue de marcher à travers le silence sans le laisser la définir. « Tu le fais déjà ?» dit-elle. « Tu l'as déjà raconté ?» Elles quittèrent le bâtiment ensemble, descendant lentement les marches dans la lumière pâle du début de soirée. L'air sentait le printemps, maintenant terreux, plein de promesses. La ville s'étendait devant elles, indifférente et vaste. Mais pour une fois, elle ne semblait pas quelque chose qu'elle devait survivre. Elle semblait ouverte. Sur le trajet du retour, Leila posa sa tête contre la fenêtre, son étui à violon sur ses genoux. Elle ne parla pas, et Camila non plus. Le silence entre elles n'était plus lourd. Il était empli de sens, de compréhension, de l'écho de cordes encore vibrant en l'air. Des semaines passèrent. L'appartement ne changea pas. Les murs étaient encore minces. Les carreaux de la cuisine étaient encore fissurés. Camila travaillait encore tôt et tard. Mais maintenant, chaque samedi, elle se réveillait avant l'aube et prenait le bus pour le conservatoire. Le nom de Leila apparut sur les listes d'ateliers, sur les affiches de programmes et dans les conversations murmurées entre enseignants. Elle n'était plus la fille au violon bon marché. Elle était Leila Grant, compositrice, musicienne, voix. À l'école, ses camarades commencèrent à la regarder différemment. Quelques-uns l'arrêtèrent dans le couloir, après que la vidéo de la performance circule en ligne. Un enseignant demanda si elle voulait performer pour l'assemblée de printemps. Un autre lui offrit un livre sur les compositeurs modernes. Elle ne cherchait pas l'attention, mais elle ne s'en recroquevillait plus non plus.
Un après-midi, alors qu'elle se tenait dans la salle de musique après l'école, pratiquant seule, une fille plus jeune s'attarda dans l'encadrement de la porte. « Je veux jouer comme toi. » dit la fille. Leila se tourna, surprise. « Je ne peux pas, ajouta vite la fille. Ma maman dit qu'on ne peut pas se payer des leçons. » Leila la regarda longtemps. « Tu n'as pas besoin d'argent pour commencer, dit-elle. Tu as juste besoin de continuer, même quand personne n'applaudit. » La fille hocha la tête et Leila se tourna vers le violon, levant son archet, tirant la même première note qu'elle avait jouée autrefois dans un auditorium silencieux il y a longtemps. Seulement maintenant, elle ne jouait pas pour les applaudissements. Elle jouait pour être entendue. Elle jouait pour ceux qui attendaient encore leur moment, et la musique emplit à nouveau la pièce. Stable, pleine, vivante. Abonnez-vous pour plus d'histoires, regardez la prochaine vidéo, ou explorez d'autres sur la chaîne et partagez celle-ci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre.